Et n'importe quelle application entre U et V, si U et V sont lisses et vérifient cette condition-là, alors chaque application se déforme ici de manière unique. Donc l'obstruction, la différence entre FP et ZP, ça vient du fait que certaines variétés ont un oméga 1 non nul. Donc les variétés lisses qui vérifient ça, il n'y en a pas, c'est juste les variétés étales, donc c'est pas très intéressant. Mais la preuve qu'on a fait ici, c'est quelque chose qui vaut plus généralement et qui montre que quand j'ai un anneau qui est complet, disons par exemple un anneau qui est non réduit, alors les choses étales au-dessus de cet anneau-là sont équivalentes. Donc si j'ai un anneau R qui est non réduit, les schémas étales au-dessus de spec R sont en bijection canonique avec les schémas étales au-dessus de la réduction de spec R sur le schéma réduit. Et ici, il faut y penser comme quelque chose qui est, comme ZP, c'est une limite de Z sur P puissance N, et que ça c'est non réduit, et que la réduction de Z sur P puissance N, c'est FP, c'est un résultat du même type. C'est une invariance du topocétal par nil épaississement. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Ok. Donc, Scholze, il veut faire la chose suivante. J'ai spec ZP et j'ai spec FP crocheté. Les deux points se spécialisent ensemble, mais ils n'ont pas le même point générique, évidemment. Et donc l'idée de Scholze, c'est la suivante. Je commence par un schéma qui est lisse sur QP. La conjecture monodromie poids, elle parle de schémas qui sont lisses sur QP. Je suppose qu'il a une bonne réduction. Bon, il se trouve que la conjecture monodromie poids est triviale pour les variétés qui ont bonne réduction. C'est-à-dire, on commence avec quelque chose qui est lisse propre sur QP, et ce que j'entends par bonne réduction, c'est qu'il existe un schéma lisse et propre sur ZP dont la fibre générique, c'est-à-dire le changement de base à QP, soit mon truc original. C'est ça ce que je veux dire, admettre un bon modèle. Donc je commence avec X sur QP. Je lui associe X sur ZP si j'ai de la chance. Ensuite, j'obtiens X sur FP, juste en spécialisant à la fibre, juste en spécialisant ZP à la caractéristique P. Et ensuite, si j'ai de la chance, je peux déformer X en X sur FP crocheté. Et si je fais tout ça en ayant un bon contrôle sur la variation du topocétal de X, alors j'ai gagné. Parce que la conjecture monodromie poids, c'est quelque chose qui, il me semble, parle juste du topocétal de X. En particulier juste de la représentation de Galois de QP associée à la cohomologie étale de X, il me semble. Je sais plus. Ok, donc pour faire fonctionner ça, donc c'est vraiment la stratégie, c'est j'ai X sur ZP, je le mets sur FP, et là j'espère que je peux le déformer canoniquement à FP crocheté. Donc en fait, ce qu'on voudrait vraiment, c'est avoir un analogue. Donc je rappelle que X est lisse propre sur spec ZP. En effet, si on avait ça, alors on pourrait faire le changement de base de X à FP. Cette propriété resterait vraie par invariance de oméga 1 par changement de base. Et puis ensuite, je pourrais relever canoniquement par le même énoncé qui est que l'invariance par le même énoncé que j'ai dit ici, qui est que le complexe cotangent, dans ce cas-là, parce que mon truc est lisse, c'est juste un oméga 1, le complexe cotangent contrôle complètement les déformations de mon schéma X. En particulier, si le complexe cotangent est lisse, ce qui est ce qu'on veut, alors ça va fonctionner. En particulier, si le complexe contingent est nul, j'ai une unique déformation. Donc les déformations ne sont pas intéressantes. En particulier, je peux déformer mon truc à FP crocheté. Donc c'est ça qu'on veut. Évidemment, ça ne va jamais arriver dans la vie, parce que X est lisse implique que oméga 1 de rang R. C'est un faisceau qui est localement libre sur X, donc ça ne va jamais fonctionner. La stratégie, c'est la suivante. C'est de dire, soit F, donc passons localement et prenons une fonction
sur X. L'idée, c'est la suivante. C'est que si f est égal à g puissance p, alors df est égal à p dg puissance p moins 1. Ok. Donc on obtient une formule de ce type. Et ce qui est important à noter, la seule chose importante de cette formule, c'est qu'il y a un facteur p qui apparaît. En particulier, que si on travaillait sur fp, on n'aurait que df égale 0. Donc tu vois, c'est marrant, ça arrive très peu dans la réalité. Par exemple, si je travaillais sur fp, si je travaille sur k crochet x, sur fp crochet x, j'ai que d de x puissance p égale 0. En particulier, si on définit naïvement la cohomologie de deux rames sur les variétés en caractéristiques P, on arrive à ce gag qui est que la cohomologie de deux rames de fp crochet x est de dimension infinie aussi bien en degré 0 qu'en degré 1. Parce que le degré 0 de la cohomologie de deux rames sur fp crochet x, c'est l'ensemble des fonctions dont la différentielle est nulle. D'habitude, on trouverait juste les fonctions constantes, donc on serait content. Mais sur fp de crochet x, il y a la blague que la différentielle de x puissance p est nulle. Et pareil, en degré 1, on trouve par le même problème que la cohomologie de deux rames en degré 1 est de dimension infinie. Ok, donc là, on n'est pas sur fp, mais on n'est pas si loin. C'est-à-dire que on est sur zp. Donc tous les anneaux, je peux naturellement regarder la topologie p-adique sur ces anneaux-là. Donc par exemple, sur zp crochet x, j'ai naturellement la topologie p-adique, c'est-à-dire qu'un tas de fonctions dans fp crochet x tend vers 0 si tous les coefficients tendent vers 0 pour la topologie p-adique. Je peux définir cette topologie-là si je veux. Et ce que tu vois, c'est que si f est égal à g puissance p, si, mettons que je rêve et que f est égal à f est une puissance pm arbitrairement grande, je peux prendre des puissances pm arbitrairement autant que je veux, je peux prendre autant de puissance pm, de racine pm que je veux, pardon, alors j'aurai la même formule, mais j'aurai p puissance r fois un truc. Quand je fais ça, j'arrive dans la situation suivante, qui est que n'importe quelle fonction a des racines pm arbitraires. Donc j'ai gm tilde au-dessus de gm. Et qu'est-ce que c'est comme objet? C'est ce qu'on appelle quelque chose de proétal. Alors ça ne marche pas tout à fait parce que l'application de multiplication par p n'est pas étale, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est que l'application de x qui à x associe x puissance p n'est pas étale sur gm parce que quand je prends sa fibre spéciale, quand je spécialise à fp, quand je spécialise à la caractéristique p, je trouve quelque chose qui n'est pas étale. En revanche, c'est proétal sur qp. Et donc ça conduit Scholze. Et oui, et une fois que j'arrive à des choses sur lesquelles j'ai cette chose-là, c'est ce qu'on appelle des espaces perfectoïdes. Enfin, c'est un cas particulier de ce qu'on appelle des espaces perfectoïdes. Et le point clé, c'est que via le truc que j'ai esquissé au-dessus, on a vraiment une équivalence via l'opération qu'on appelle le basculement, qui avait déjà été définie par certains cas par un mathématicien français, Fontaine. Via l'opération de basculement, on a une équivalence entre les perfectoïdes sur QP et les perfectoïdes sur FP parenthèse T. Donc on a vraiment réussi à amener les variétés en caractéristique P. Le problème, c'est qu'on doit travailler avec cette nouvelle topologie qui est la topologie proétale, parce qu'il est faux que n'importe quelle variété lisse sur QP soit localement pour la topologie étale perfectoïde. En revanche, elle est localement pour la topologie proétale perfectoïde. Exactement comme dans ce cas-là. On peut l'adapter en général.
Donc x pour étal, c'est un topos dont un site est donné par des limites inversées de morphisme fini étal. L'assertion clé étant que localement sur ce topos, mon topos est équivalent au topos de quelque chose de perfectoïde. Et en particulier, x pour étal peut être quelque chose qu'on peut tout à fait comprendre purement en caractéristique P. C'est-à-dire que x pro étal, je peux l'écrire comme... Donc j'ai x tilde pro étal, où x tilde c'est quelque chose qui est perfectoïde, donc c'est quelque chose qui a des racines PM arbitraires. Cette application-là est surjective. Et donc je peux écrire x pro étal comme, dans le langage des topos, je peux tout à fait écrire x pro étal comme est égal à un quotient de x tilde pro étal. C'est un fait général des topos. Dès que j'ai une surjection de topos, de la forme, j'ai que celui-là peut s'exprimer en fonction de celui-là. Mais en particulier, ça c'est égal, parce que l'opération de tilt préserve les topos pro étal. Voilà, il faut le voir dans la saveur que l'opération de basculement préserve toute information topologique. Donc en particulier, ça préserve Je peux parler du tilt de x tilde. Mais ça, c'est quelque chose qui ne fait aucune référence à la caractéristique mixte. C'est quelque chose qui vit entièrement en caractéristique P. Et c'est un exemple de ce qui s'appelle un diamant. Les diamants, c'est certains faisceaux qui vivent purement en caractéristique P, mais dans lequel je peux faire les opérations classiques qu'on fait avec des topos, on peut faire des produits. Donc par exemple, je peux considérer SPADQP, qui est ce qu'on appelle un diamant. Et c'est un diamant tel que, comme j'ai préservé mon topos pro étal, j'ai que le pi1 de SPADQP est égal au groupe de Galois de QP. Alors ça peut paraître être rien, mais le point c'est que maintenant que je suis en caractéristique P et que j'ai défini mes choses comme des faisceaux sur la caractéristique P, c'est une longue digression, ce que je fais depuis 15 minutes. Ça ne sera pas du tout utile pour les mathématiques condensées, mais c'est vraiment un champ très actif des mathématiques et qui a complètement changé la caractéristique mixte et la caractéristique. Et là, ce qu'on appelle la géométrie péadique. C'est vraiment ce point de vue-là qui a tout changé. Au lieu de considérer mes variétés sur QP où c'est un peu galère de faire... Il n'y a pas vraiment de produit absolu. Un problème, c'est que c'est impossible de définir spec QP fois spec QP. Naïvement, c'est impossible de le définir. Parce que si je fais le produit dans la catégorie des schémas, j'obtiens rien. J'obtiens un truc incompréhensible. C'est analogue au fait que c'est impossible de faire le produit de spec Z par spec Z. On aimerait bien avoir spec Z comme une courbe qui vit sur un corps fini. C'est une analogie qui existe depuis la nuit des temps, depuis au moins un siècle. On interprète spec Z comme étant une courbe sur un corps fini. Le problème est que c'est beaucoup plus simple dans le cas où on a vraiment une courbe sur un corps fini pour deux raisons. On peut faire le produit de la courbe avec elle-même. En particulier, c'est vraiment ça qui fait fonctionner la preuve de l'hypothèse de Riemann. L'hypothèse de Riemann sur Z, c'est l'hypothèse de Riemann classique, mais on peut aussi la formuler pour des courbes qui vivent sur des corps finis. Et en fait, c'est un théorème prouvé par André Weil qui était fasciné par l'hypothèse de Riemann, qui voulait la démontrer. Et il a formulé cet analogue pour X, une courbe sur un corps fini. Et c'est facile de le démontrer, et le point c'est que juste tu fais le produit de la courbe avec elle-même, et ensuite tu fais de la théorie de l'intersection sur le produit des deux courbes. Mais donc voilà, tout le jeu c'est de savoir ce que ça signifie. Et maintenant que j'ai exprimé SPADQP comme un faisceau sur un truc de caractéristique P, en fait le tilt de QP, il est lié à FP parenthèse T 1 sur P infini. Sur un certain groupe. Donc il y a un sens précis dans lequel le basculement
En fait, ce qui se passe, c'est que tu pars de QP, qui n'est pas perfectoïde, mais c'est pas grave, tu lui rajoutes assez de racines PM. Donc ce que tu fais, c'est que tu considères QP de P sur 1 sur P infini. Donc c'est le corps qui est obtenu comme... Je rajoute toutes les racines PM de QP. Ça me crée une extension qui est ramifiée, qui est très salement ramifiée en fait au-dessus de QP. Ça, c'est très ramifié. Mais l'avantage, c'est que c'est quelque chose de perfectoïde. Et quand je bascule cette chose-là, j'obtiens ça. Fp parenthèse t puissance 1 sur P infini. Et donc je suis content parce que maintenant je peux faire le produit de cette chose-là avec moi-même et je peux espérer avoir quelque chose de non trivial parce que cette fois-ci j'obtiens, ce qui est bien ce que je veux, quelque chose de dimension 1. C'est la complétion, enfin c'est ouais. Parce que je veux dire c'est que Fp crochet t, si on fait le produit tensoriel avec lui-même dans la catégorie des schémas formels par exemple, on obtient bien quelque chose de non trivial. Ce qui n'est pas le cas si on fait ce produit-là. Donc c'est ce point de vue-là qui a permis des avancées considérables dans ce qui s'appelle le programme de Langlands sur QP. La raison étant que c'est entre autres ce genre d'argument, qui est que maintenant on peut faire des produits non triviaux de SPAD QP. Donc je reviens à ce que je voulais dire, c'est que maintenant on peut faire le produit de SPAD QP avec lui-même. Et j'obtiens un diamant encore, parce que les diamants sont ça par produit, dont le pi1 est égal à GQP2. Donc c'est une incarnation de spec QP fois spec QP. Voilà, c'était... Je m'excuse pour cette longue digression sur les diamants, mais c'est marrant comment les idées les plus simples, en particulier on va voir la définition du topos condensé qui est extrêmement simple, comment les idées simples ont des origines dans des trucs très compliqués. Donc ensuite, la question à laquelle Scholze est confronté, c'est que on doit travailler avec le topos proétal si on veut avoir des choses qu'on peut ramener à la caractéristique P. Qu'est-ce que c'est que ce topos proétal? Qu'est-ce que je peux avoir comme faisceau dessus? Et le problème, c'est qu'on a beaucoup de choses qui ne viennent pas du tout de la géométrie algébrique. Au sens où le topos étal, il est très simple à contrôler parce que tous les faisceaux viennent de la géométrie algébrique, en gros. Ils peuvent être... Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que spec C? C'est je fixe une clôture algébrique complétée de QP. Il est connu que quand on fait ça, on obtient quelque chose qui est algébriquement clos. En particulier, le topos proétal est trivial, au sens où n'importe quel morphisme proétal admet une section. C'est équivalent à dire que cette chose-là est algébriquement close. Comme c'est algébriquement clos, un morphisme proétal, c'est composé par une limite inverse de morphisme fini étal, au moins localement, enfin ouais, faut adapter un peu, mais dans ce cas-là, c'est ça. Et comme le truc est algébriquement clos, il n'y a rien de fini étal non trivial. Donc qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ça va être le site des mathématiques condensées. Donc c'est ça qu'on obtient comme site. C'est-à-dire qu'un ensemble profini S, c'est un élément du topos proétal parce que c'est une limite de SI avec les SI qui sont des ensembles finis. Et donc en particulier, ce que je peux regarder, c'est union SI spec C dans spec C. Ça, c'est fini étal. Et quand je passe à la limite inverse, j'obtiens quelque chose de proétal. Donc ça, c'est des éléments que j'ai dans mon topos proétal. Ok, tout va bien. Le problème est que ensuite, Scholze se rend compte que lui, ce qu'il veut faire, c'est définir plein de notions topologiques pour les diamants. Ouais. Et le problème, c'est que, comme exemple de diamant, n'importe quel faisceau là-dessus te donne un exemple de diamant, en fait. Ouais.
Enfin, c'est pas tout à fait vrai, mais beaucoup de faisceaux là-dessus, en particulier celui qu'on va définir juste maintenant, donne un exemple de diamant. Et c'est un diamant qui est particulièrement cocasse parce qu'il n'a rien à voir, absolument pas, avec la géométrie algébrique. Le point est que, si je prends X compact Hausdorff, je peux trouver un ensemble profini S et une surjection de S vers X. Là, comment on fait? C'est très simple. On regarde Is discret. Donc l'ensemble topologique muni de la topologie discrète. Ça a une application surjective vers X. Et ensuite, j'ai ce qu'on appelle le compactifié de ou de Stonechurch, il me semble, où je rajoute juste un point. Et qui est le compact universel. C'est-à-dire que n'importe quelle application de X, c'est un ensemble compact, et n'importe quelle application de X vers un truc compact se factorise de manière unique à travers ça. Donc c'est quoi ça? J'ajoute un point qui est le point à l'infini, et ensuite je le topologise, je mets une topologie dessus de sorte que les voisinages de l'infini soient cofinis. C'est-à-dire que les voisinages de l'infini, je veux que leur complémentaire soit fini. Et sinon, les voisinages de n'importe quel point, je fais à peu près ce que je veux. Ce que je veux dire, c'est que j'ai envie que X discret soit ouvert là-dedans. Donc quand je ne suis pas dans l'infini, la topologie est donnée par ça, parce que l'infini va être le fermé complémentaire de X discret. Donc en dehors de l'infini, je sais comment ma topologie va fonctionner. Et ce que je définis à l'infini, c'est que les voisinages de l'infini sont cofinis. En particulier, c'est compact, parce que si tu as un recouvrement, c'est compact pour une raison triviale, qui est que si tu as un recouvrement de X union infini, en particulier, il y a au moins un ouvert qui contient infini. Son complémentaire, c'est un nombre fini de points, donc en particulier, son complémentaire est compact. Et donc, son complémentaire peut être recouvert par un nombre fini d'ouverts. Et donc, au total, tu as recouvert ça par un nombre fini d'ouverts. Donc, c'est compact. Voilà, bref. J'ai trouvé une surjection de S vers X, mais le point, c'est que ce n'est pas juste une surjection comme ça, c'est que je peux définir X à partir de cette surjection. C'est-à-dire que X hérite la topologie quotient à partir de S. C'est incroyable parce que ça dit que n'importe quelle information sur X vient en fait de S. Alors que je veux dire, quand on réfléchit à quelque chose de compact Hausdorff, typiquement on pense à 0, 1, et on ne pense pas du tout à ça comme quelque chose de profini. On dirait que ça n'a rien à voir avec les choses profinies, que c'est parfaitement continu. Les choses profinies, ça a l'air très pathologique. Mais en fait, toute chose non profinie peut être comprise à partir de choses profinies, via ce truc-là. Toute chose compacte. Donc ce que je veux dire par c'est un quotient topologique, c'est que pour n'importe quel espace topologique, les applications continues de X vers Y sont de manière équivalente à les applications ensemblistes de X vers Y, telles que la composition avec S est continue. Donc je peux tester la continuité après pullback à S. Autrement dit, toute l'information topologique de X vient de S. Enfin, peut être détectée après S. La raison, c'est que pour que ce soit un quotient topologique, en fait, il suffit de montrer que Z, un sous-ensemble de X est fermé si et seulement si son pullback à S est fermé. Donc si un ensemble de Z dans X fermé est fermé, alors son pullback à S est fermé, ça c'est juste la continuité de l'application de S vers X. En revanche, c'est vrai pour toute application propre. C'est-à-dire qu'une application est dite propre si l'image réciproque de tout compact... Une application est dite propre si l'image réciproque de tout compact est compacte. Donc en particulier, ça c'est une application propre parce que l'image réciproque de tout compact, même les compacts dans X et de manière équivalente les fermés dans X. Donc l'image réciproque d'un compact dans X, ça me fait un fermé dans S, mais sauf que S est compact. Donc un fermé dans S c'est compact. Donc de manière générale, ce qu'on a prouvé, c'est qu'une application entre choses compactes est automatiquement propre. Ok, donc maintenant si je prends Z dans X tel que f-1 de Z est fermé, en fait je peux réaliser que Z est égal à l'image de f-1 de Z. Ça c'est un fait général pour toute application surjective d'espace topologique. N'importe quel sous-ensemble de Z, je peux le réaliser comme l'image de l'image réciproque. C'est pas très intéressant, c'est trivial.
Mais ici en particulier, on remarque que si Z est fermé, F, ça c'est une application fermée. L'image de n'importe quel fermé dans S, c'est encore enfermé dans X. La raison est qu'enfermé dans S, c'est quelque chose de quasi-compact. Et l'image de quelque chose quasi-compact, c'est toujours quasi-compact. Mais sauf que les quasi-compacts dans quelque chose de séparé sont automatiquement fermés. La raison est qu'un quasi-compact dans X qui est séparé est automatiquement compact. La raison est qu'un sous-ensemble de quelque chose de séparé est quelque chose de quasi-compact est séparé et compact. Donc à la fin, on trouve un sous-ensemble compact de X et un sous-ensemble compact de X est forcément fermé. Bref, c'était très long. Tout ça pour dire qu'on a obtenu la chose comme un quotient topologique. En particulier, donc ce que j'appelle point conde, c'est le topos des choses condensées, c'est ce truc-là, les faisceaux sur ce site-là. En particulier, j'ai un embedding fidèle plein des espaces compacts là-dedans, qui à X envoie S envoie X de S. X de S étant l'ensemble des applications continues de X vers S. Alors pour montrer que ça définit bien un functeur, pour montrer que ça définit bien un faisceau là-dedans, on utilise encore une fois que les applications donc les recouvrements dans le topos condensé sont donnés par des unions finies de S' profini qui se surjectent dans S. Mais comme de toute façon mon union finie ça reste profini, c'est de manière équivalente donné par des surjections de S' profini vers quelque chose d'autre. Et en particulier comme S hérite de la topologie quotient par rapport à S', c'est ça qui donne que X est un faisceau. Tu verras que c'est pas compliqué. Ok? Donc ça me donne une map et cette propriété que je puisse présenter X à l'aide d'un quotient, que je puisse dire que X soit le quotient de quelque chose de profini par une relation d'équivalence, me dit que cette application-là est fidèle pleine. Donc c'est un peu cocasse parce qu'on est parti de quelque chose de géométrique. Je veux dire, il n'y a aucun analogue de ça pour le topos étal d'un schéma. Le topos étal est nul et inintéressant. C'est vraiment un point. C'est-à-dire qu'il y a la notion du topos ponctuel. Tu peux te poser la question pour n'importe quel topos de savoir si c'est un point. Et ça, c'est un exemple de topos qui a un point. Pardon, je voulais dire topos étal. Donc c'est marrant parce qu'on a quelque chose qui envoie les points sur pas des points. Et c'est tellement pas des points que n'importe quel espace topologique compact, ou même localement compact, avec la même preuve, s'injecte de manière fidèle pleine dans mes espaces condensés. Donc en particulier, si j'ai envie de travailler avec les diamants, et aussi j'ajoute le fait que cette présentation-là me dit que le faisceau associé à X est un diamant en fait. Les diamants sont censés être les choses qui sont les plus contrôlables, qui soient obtenus à partir des espaces perfectoïdes. Un diamant, c'est censé être la chose la plus simple qui contient les espaces perfectoïdes et qui a une propriété en plus. Mais donc voilà, c'est un peu cocasse parce que j'ai voulu créer mes diamants et finalement je me suis retrouvé avec plein d'espaces topologiques compacts dont je n'avais pas vraiment envie d'avoir. Donc cette injection-là, c'est, je pense, ce que j'imagine être le point d'entrée de Dustin Clausen dans les mathématiques condensées. C'est-à-dire que lui, ce qu'il voulait, et c'est la manière dont on présente la plupart du temps les mathématiques condensées, c'est ça permet d'avoir un topos sympa dans lequel je peux créer de l'information topologique. C'est-à-dire que, ouais. Déjà, Grothendieck savait que un des gros avantages des topos, c'est que au lieu de devoir, à chaque fois que je veux capturer une certaine notion, devoir trouver la bonne catégorie qui fonctionne, c'est-à-dire par exemple, si moi j'ai envie de travailler avec des anneaux topologiques, ce qui arrive tout le temps, il y a deux manières. Soit je définis, je définis la catégorie des anneaux topologiques et ensuite je dois montrer qu'elle a toutes les bonnes propriétés, c'est super chiant. Ou alors je le fais une fois pour toutes en
utilisant ce que je connais déjà sur la catégorie des anneaux de base, mais en revanche, je définis les anneaux sur un bon topos. Enfin, ouais, ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est ça, c'est qu'au lieu de devoir définir une nouvelle notion d'anneau topologique et de devoir travailler avec cette nouvelle notion, de montrer plein de propriétés, je travaille avec la notion d'anneau que je connais déjà, mais en revanche, je me donne une collection d'anneaux. C'est-à-dire qu'un anneau sur un topos, c'est un faisceau, tel que pour n'importe quel f, A de f soit muni d'une structure d'anneau, et que les morphismes préservent cette structure d'anneau. En particulier, un anneau, c'est pas un truc plus compliqué, c'est juste plein d'anneaux différents. Donc c'est beaucoup plus simple. Parce qu'ensuite, je peux définir la notion de n modules sur A. Tu vois, ça c'est déjà infernal si on réfléchit à. Si je définis un anneau topologique comme un anneau d'une topologie avec l'addition et machin, ça continue. Quelle est la notion de module sur A? C'est pas évident. On va dire, je prends n, un truc continu. Enfin, c'est absolument pas évident. Alors que là, c'est trivial. Une fois que j'ai défini A anneau sur T, tel que cette chose-là, bah, n c'est nf un z module qui est un module. Alors je trouve vraiment ça élégant au possible. C'est-à-dire qu'au lieu de... On est toujours en train de travailler avec les mêmes notions d'anneaux et de nos modules, mais c'est quelque chose de super souple qui peut s'adapter à n'importe quel contexte, n'importe quel topos dans lequel on en aura besoin. Donc en particulier, le topos condensé me donne une notion d'anneau topologique, me donne une notion de module topologique qui fonctionne très bien. Et pour laquelle je n'ai pas du tout eu à suer et à me demander quelle était la bonne question. En particulier, quelque chose de bien, c'est que si on définit les groupes abéliens topologiques de la manière naïve, c'est-à-dire un groupe abélien topologique, c'est un groupe abélien avec une topologie telle que machin machin, le problème, c'est qu'on n'a pas une catégorie abélienne. Le problème sera toujours le même, c'est que j'ai l'injection de R muni de la topologie discrète dans R muni de la topologie canonique. Ça dépend comment tu définis les surjections et les injections, mais on peut définir une injection comme le fait que ce soit injectif par point. Dans ce cas-là, ce sera injectif. Et surjectif, c'est surjectif point par point, donc c'est surjectif, mais ce n'est pas un isomorphisme. Et donc ça contredit les axiomes d'une catégorie abélienne. Dans une catégorie abélienne, quelque chose qui n'a pas de noyau et qui n'a pas de conoyau est un isomorphisme. Donc c'est impossible. C'est réparé dans les mathématiques condensées parce que je peux regarder R discret et R canonique. Ça me fait des éléments du topos condensé via cette injection-là de espace localement compact. Ces deux espaces localement compacts, via l'injection d'espace localement compact dans les points condensés, j'ai cette chose-là. Et on voit très bien ce qui se passe, c'est-à-dire que quand j'évalue dans le point, donc ça c'est des foncteurs, il faut y penser comme n'importe quel espace profini S. C'est un iso quand je l'évalue sur le point. L'application de R discret vers R canonique, c'est un isomorphisme quand je l'évalue sur le point. En particulier, le conoyau, ça sera toujours injectif. Et le conoyau, que je vais appeler Q comme quotient, vérifie que Q de point est égal à 0. Mais l'avantage, c'est que un groupe abélien sur le topos condensé n'est pas déterminé par sa valeur sur le point. Le foncteur d'évaluation dans le point n'est pas conservatif pour les éléments abéliens du topos condensé. Ce que ça signifie concrètement, c'est que si j'ai Q de point égale 0, ça n'implique pas que Q est nul. Et on le voit très bien dans cet exemple, c'est-à-dire que si je prends un truc S, avec une application non triviale de S vers RCAD, donc par exemple, je peux prendre la surjection de Cantor, je peux prendre le produit de 0, 1, la surjection du produit de 0, 1 dans 0, 1.
qui est donné par un ensemble de quantormes et qui finit par être surjectif. Ça donne une application non triviale dans RS qui ne se soulève pas à R discret S, parce que ce n'est pas une application qui se factorise à travers le truc discret. En gros, les seules applications qui factorisent par R discret sont celles qui ont... Enfin, si tu factorises par R discret en particulier, tu as une image finie. Et là, c'est S vers R canonique, il n'y a pas d'image finie, et donc il ne peut pas se factoriser par là. Et donc le quotient évalué dans le point est nul, mais évalué dans d'autres ensembles profinis n'est pas forcément nul. Donc en particulier, on a résolu le problème de cette application-là, avec le topos condensé. Donc je travaille dans le topos condensé, j'ai gratuitement une très bonne notion d'espace topologique grâce à cette injection-là. Je peux travailler avec tout ce qui est localement compact et ça recouvre un ensemble énorme d'exemples. Par exemple, QP, bah, c'est un truc localement profini, donc en particulier c'est localement compact. Toute l'analyse réelle, donc R, enfin, ça englobe. Je veux dire, non seulement les espaces localement compacts, mais ensuite tu peux prendre des colimites et des limites de ça, et ça fonctionne très bien dans le truc. Donc je peux regarder des colimites d'espaces localement compacts, et ça me donne tous les espaces vectoriels topologiques. Enfin, je peux faire plein de trucs. Enfin, ça ne me donne pas tous les espaces vectoriels topologiques, pardon, mais ça me donne plein d'espaces vectoriels. Je peux faire des produits de R si je veux. Ça me donne plein de nouvelles choses, enfin, plein de moyens de faire de l'analyse qui sont très simples. Et je finirai par dire pourquoi. En fait, une critique qu'on pourrait faire, c'est oui, mais ok, c'est trivial. Parce que si en fait, je peux définir le topos donné par l'ensemble des espaces localement compacts. Si j'ai envie d'un topos qui contienne ces choses-là comme des exemples intéressants, je peux tautologiquement définir le topos dont les éléments sont les espaces localement compacts et les applications de... Enfin, dès que j'ai une catégorie C, j'ai toujours une topologie dessus que je peux mettre qui est la topologie canonique. Et un morphisme est surjectif pour la topologie canonique si et seulement si il est de descente universelle. C'est-à-dire que UX est surjectif si les applications de X vers Y, pour n'importe quel Y dans ma catégorie, sont déterminées par des applications de U vers X, telles que la restriction aux deux coïncide. Si c'est le cas, je dis que U vers X est surjectif pour la topologie canonique, est un recouvrement pour la topologie canonique. Et donc je pourrais faire cette définition sur ça. Ça me donnerait un topos qui fonctionne très bien. En fait, on obtiendrait le même topos que les points condensés. Même topos. La raison étant que les espaces localement compacts, en particulier contiennent les espaces compacts, en particulier contiennent les ensembles profinis, que ceux-ci forment une base de ça. Et donc, quand je passe au topos engendré par ça, canoniquement, j'obtiens un isomorphisme de topos. Donc ça définit la même chose. L'avantage de travailler avec... Enfin, c'est pour ça que j'aime pas vraiment les définitions du topos condensé qui passent par les ensembles profinis, parce que ça paraît un peu saugrenu. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'on est en train de réfléchir avec des ensembles profinis? Ça a l'air extrêmement pathologique. La réalité, c'est que en fait, c'est avec ça qu'on a envie de travailler, mais via ce résultat qui est que que j'ai effacé, mais qui est que n'importe quel espace compact peut se comprendre à partir des choses profinies, ça définit le même topos de travailler avec ça ou de travailler avec ça. La raison pour laquelle on préfère travailler avec ça, c'est que ça a des propriétés d'exactitude qui sont très fortes. C'est vraiment ça, la propriété qui permet de lancer la machine des mathématiques condensées, c'est que produits infinis sont exacts. Je peux regarder l'ensemble des Z-modules sur Conde, donc l'ensemble des faisceaux en Z-modules sur l'ensemble des espaces condensés. Et ce qui n'arrive jamais dans le cadre usuel, c'est que le produit préserve les surjections. Le produit en tant que n'importe quelle limite, dans n'importe quelle catégorie abélienne, les sont des limites, c'est que les limites commutent avec les limites, et les surjections. Ce que je veux dire, c'est que si FI dans GI est surjectif, alors cette chose-là est surjective. Ça, c'est jamais vrai dans la plupart des topos. Ouais. J'ai pas vraiment d'exemple là. Mais je pense que si tu prends si tu prends un espace topologique et que tu regardes le topos associé, je suis sûr que cette chose-là n'est pas vraie. Que les produits sont exacts de cette manière-là. Ouais. Ok. Donc comment on prouve ça? On utilise que la base de la topologie des points condensés
je peux trouver une base de la topologie qui est donnée par les ensembles condensés, qui sont ce qu'on appelle extrêmement déconnectés. Quelle est la raison qui explique que cela soit faux en général? Le problème est que Fi dans GI soit une surjection n'implique pas forcément que Fi de U vers GI de U soit une surjection. Je prends un topos, je prends Fi vers GI qui est une surjection, ça n'implique pas forcément que Fi de U vers GI de U est surjectif pour n'importe quel U. Enfin, je veux dire, c'est justement l'obstruction à ce genre d'énoncé qui est capturé par la cohomologie. Si je suis dans un topos qui vérifie ça, alors il n'y a pas de cohomologie pour mon topos. Donc c'est exactement la cohomologie qui contrôle ça. Mais le point, c'est que si U est projectif, ce qui est vrai, c'est que si Fi est vers GI est surjectif, alors pour n'importe quel U, il existe un recouvrement de U tel que cette chose-là devient vraie, tel que je suis vraiment surjectif sur les sections globales. Donc il existe un recouvrement tel que cette chose-là devient vraie. Mais la définition d'un objet projectif dans un topos, c'est que pour n'importe quel recouvrement, il admet une section. En particulier, donc un exemple d'éléments, donc la raison pour laquelle il y a une base qui est donnée par des éléments projectifs dans Conde, dans l'ensemble des ensembles condensés, c'est que E Stonecech est un élément projectif. Donc E Stonecech, c'est la compactification de Stonecech d'un ensemble discret. Ça me forme une base pour la topologie, par le même argument que j'ai donné tout à l'heure, qui est que n'importe quel espace compact admet une surjection par la compactification de Stonecech de son ensemble sous-jacent. Je prends X compact, je regarde l'ensemble sous-jacent à X, je lui donne la topologie discrète, je prends la compactification de Stonecech, j'obtiens une surjection vers X, mon compact initial. Donc j'ai une base donnée par des choses projectives, la compactification de Stonecech vérifie cette propriété. C'est-à-dire que si j'ai une surjection de U vers E Stonecech, je peux définir une application ensembliste de E vers U qui réalise une section. Et puis ensuite, comme U est profini, parce que quitte à changer ce recouvrement de U vers V, je peux supposer que U est profini. Donc j'ai U vers V, en particulier pour n'importe quel. Donc moi j'ai E qui est inclus dans V, parce que V c'est la compactification de Stonecech de V. J'ai une surjection de U vers V, en particulier je peux remonter cette application en une application ensembliste. Ça, E c'est juste un ensemble, donc je peux avoir une application de E vers U qui relève cette surjection. En gros je choisis juste un antécédent de chacun de mes points dans V ici. Et une fois que je relève ça, comme U est profini, ça se factorise par V. Et donc j'ai une application de V vers U qui réalise cette section, qui devient une section. Donc voilà, surjection de groupe abélien, le produit de toutes ces surjections est encore une surjection. Là, on a utilisé cette chose-là qui est clé, qui est que très rares sont les catégories abéliennes qui vérifient cette propriété, que le produit infini de surjection est une surjection. Et là, exceptionnellement, elle est vérifiée. Parce qu'on a la base qui est donnée par les choses projectives. Donc voilà, je finis cette longue histoire des mathématiques condensées, mais le point étant que on est forcé de travailler avec des choses pro-étales contre. Enfin bref, ça c'était la motivation initiale, c'est qu'on veut comprendre quels sont les éléments du topos pro-étal d'un point, de quelque chose d'algébriquement clos, et en fait, contre toute attente, c'est pas trivial. Et ensuite, on comprend pourquoi les mathématiques condensées, pourquoi le topos condensé fonctionne bien, c'est que d'une part, il contient les exemples intéressants parce que les espaces localement compacts s'injectent dans le topos condensé. Et deuxièmement, il admet cette propriété, qui est très facile à voir une fois qu'on a la description du topos condensé, qui serait plus compliqué à voir avec le topos. Si je définissais mon topos condensé comme celui-là. Voilà.
Pour discuter des différentes références pour les mathématiques condensées, moi je conseille absolument la référence sur la géométrie complexe. J'avais trouvé ça très beau et très intéressant. Et ouais, c'est très joli. Sinon, il y a le cours sur les analytic stacks, mais moi je conseille plutôt de lire les théories qu'on apprend. Donc je conseillerais les 3 textes de Scholze et Clausen qui ont été publiés respectivement, il me semble, en 2019, 2020 et 2022. Donc il y en a 3, il y a Notes on Solid Mathematics. Non, je vais mal dire les titres, mais il y a 3 textes qui ont été écrits par Scholze et Clausen. Je ne sais pas lesquels ont été écrits par qui ou lesquels ont été écrits en collaboration. Celui sur la géométrie complexe, qui est le plus long et le plus réussi selon moi. Enfin, pas le plus réussi, mais le plus riche, le plus intéressant, selon moi. Quelque chose d'autre qui est fait par les mathématiques condensées, c'est que on arrive à faire un formalisme des 6 foncteurs pour les schémas de type fini sur Z, pour n'importe quel schéma en fait. Ouais. Et sinon, si tu veux aller encore plus loin, je te conseille les notes sur les Gestalt. Mais ça, c'est peut-être pour un peu dans plus longtemps. Ça, c'est des notes qui ont été écrites cette année par Scholze, qui sont excellentes, très intéressantes. Et les Gestalten, ça contient de manière fidèle les espaces analytic stacks. Ouais. Mais c'est un point de vue très différent sur ça. Mais oui, les mathématiques condensées, maintenant, c'est vraiment, enfin, c'est très puissant. C'est un peu partout. La raison étant que ça donne un langage très simple pour pouvoir parler d'anneaux continus, pour pouvoir parler de, ouais, pour pouvoir parler de anneaux pour pouvoir parler d'anneaux topologiques. C'est quelque chose dont on a besoin de parler absolument tout le temps. Et donc ça donne un langage très bien construit pour parler de ça. Et ouais, notamment par exemple, on a les 6 foncteurs pour la cohomologie cohérente sur les Gestalten, sur les analytic stacks. C'est-à-dire qu'on a des 6 foncteurs qui sont définissables très facilement, et c'est très facile en général. Enfin, c'est plutôt facile de vérifier que les choses sont, vérifier les propriétés usuelles des 6 foncteurs. Ce qui du coup n'est pas le cas pour la cohomologie des schémas. Enfin, le problème est que si j'ai U vers X une inclusion de schéma, un ouvert dans un schéma, J star ne peut pas avoir d'adjoint à gauche. On ne peut pas avoir quelque chose comme ça. Le problème est que J star ne commute pas aux limites. Et donc ça, c'est réparé dans les mathématiques condensées. La solution, c'est qu'on change légèrement U et X et on obtient un formalisme des 6 foncteurs qui fonctionne très bien. Voilà, il y avait des idées qui avaient déjà été évoquées par Deligne. C'est ce qui impressionne Grothendieck dans Récolter Semaille. Il dit Deligne, sitôt débarqué, comprend comment modifier les 6 foncteurs, comment modifier les foncteurs en cohomologie cohérente pour faire en sorte que pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse y avoir les 6 foncteurs. C'est-à-dire que Grothendieck, autour de 60-64, développe ce qu'on appelle maintenant la dualité de Grothendieck, c'est-à-dire la dualité, en gros, le foncteur en cohomologie cohérente. Et Deligne comprend comment définir le foncteur f lower Schrick. Il faut s'autoriser à obtenir... faut s'autoriser à passer à la catégorie des promodules sur A. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir... Mais en fait, il définit déjà des modules topologiques pour répondre à cette question, et c'est essentiellement la réponse qui finit par être apportée par les mathématiques condensées. C'est qu'il faut changer la manière dont on réfléchit au produit, parce que J star ne commute pas au produit. Donc par exemple, si je prends A un anneau et F une localisation de Zariski, le problème c'est que le produit de A tensorisé avec 1 sur F, donc le produit de A tensorisé avec AF, le pullback du produit de A, est différent du produit de AF. Et donc Deligne propose une manière différente de définir le produit, une catégorie de A module qui est légèrement différente et qui permet de définir 2 notions de produits différents, un produit qui serait qui serait un pro-produit, qui serait seulement un produit formel, et un autre produit qui est le produit classique, c'est-à-dire un... Je vais pas en dire beaucoup plus, mais... En gros, il définit par exemple, il dit que le produit de Z, on le définit de manière formelle, au sens où on dit que homme, les flèches de
toutes les flèches vers un module discret. Tu demandes à ce que toutes les flèches vers un module discret se factorisent à travers un produit fini. Tu demandes cette propriété. Donc ça te fait un produit légèrement différent qu'on pourrait appeler le produit prime. Tu définis le produit prime de Z comme étant le foncteur tel que les applications vers N sont données par les applications qui se factorisent à travers un ensemble fini. Et en fait, quand tu fais les mathématiques condensées, c'est vraiment ça que vérifie le produit des produits Z en truc condensé. C'est que le produit Z vers un module discret se factorise automatiquement à travers un produit fini. Donc bref, Denis se rend compte qu'on peut définir un produit comme ça, et qu'ensuite, une fois qu'on a un produit comme ça, le produit tensorel fonctionne comme on veut. Ouais. En gros, il faut y penser comme un produit qui est plus complété. Ouais. Enfin voilà. Donc ça, c'est plusieurs applications des mathématiques condensées. Ben oui, maintenant, c'est vraiment partout, parce que dès que tu veux faire des mathématiques analytiques, et tu veux souvent en faire, tu as besoin d'un langage qui te permet d'en parler, et c'est ça que offrent les mathématiques condensées. Voilà.